Le pari. Faites vos jeux, monsieur, dame. Ladies, gentlemen, place your bets. Une affaire incertaine, une issue sur laquelle les opinions sont partagées. Très probablement des gains pour les uns et des pertes pour les autres. Peu importe, la vraie récompense, c'est de faire triompher son idée, sa vision, sa pensée. Et le pari, c'est sans doute le mot qui définit le mieux Renault. Car pour parier, il faut oser, croire en la bonne fortune, être ambitieux, audacieux. Et avec un tel état d'esprit, Renault est toujours parvenu à revenir sur le devant de la scène de temps à autre. Et même parfois là où on ne l'attend pas. Acteur de la forte industrialisation de la France au début du XXe siècle, jouant un rôle parfois déterminant pendant les guerres, et surtout initiateur de mouvements et de modes au sein de l'industrie automobile. Peu importe l'usage, le terrain ou même la discipline, Renault a déjà tout construit, tout fait et même tout gagné. Et au bout du compte, ça donne un patrimoine exceptionnel, avec des voitures iconiques qui ont su marquer leur génération très souvent pour leur ingéniosité, mais aussi de temps à autre avec des productions synonymes d'échec. Ouais, il faut le dire. Et ce pari, il a fréquemment été incarné par ses patrons, tantôt emblématiques, tantôt regrettés. Le pari, ou plutôt un pari, c'est littéralement avec ça que tout a commencé. Bref, aujourd'hui et après plus de 120 ans d'histoire, on va parler du commencement, du meilleur et du pire de notre cher constructeur national, Renault. Bon, Renault, ça vient tout droit de Boulogne-Billancourt et ça a été fondé officiellement en 1899 par trois frères, Fernand, Marcel et Louis. Mais celui qui nous intéresse ici, c'est le petit dernier de la famille, à savoir Louis. Louis, c'est le petit génie de la fratrie. Sa passion, c'est la mécanique et l'électricité. Et dès l'adolescence, il va apprendre tout seul, comme un grand, à monter et à bricoler des moteurs. D'ailleurs, à force de s'enfermer dans l'atelier de ses parents pour bricoler, il va peu à peu négliger ses études. Et tout naturellement après le bac, il va préférer les abandonner pour compter sur ses propres compétences et aussi sur l'aide de ses frères. D'ailleurs, pour la petite histoire, au lycée, il y croisera un certain André Citroën. Et alors que l'automobile vit ses premiers balbutiements, il a pour ambition de créer sa propre voiture. Il va bosser comme un dingue et la veille de Noël 1898, il souhaite démontrer tout le potentiel de sa création, la Type A, aussi appelée voiturette. Et ça tombe bien puisqu'en France à cette période-là, on était plutôt friand de progrès et surtout d'exploits techniques. Genre ça, ou encore ça, ou ça par exemple. 3 fois rien quoi, des banalités. Et pour stimuler les troupes, il va alors faire un pari avec ses amis. Celui de monter la rue Le Pic au volant de sa voiturette, une des rues les plus pentues de la capitale. Puissance du moteur, 1 cheval 75. Donc autant vous dire que c'était plutôt tendu. Et à la surprise générale, il y parvient. Devant une foule plutôt étonnée, il gagne son pari et surtout une carrière, puisqu'il obtient dans cette même nuit ses 12 premières commandes. Petit miracle de Noël, Renault est né. Et seulement 2 mois plus tard, il va se faire un max de fric grâce à un brevet qu'il a déposé et qui, sans le savoir, va être une petite révolution dans l'automobile. La boîte de vitesse à prise directe. Pour faire court, il a inventé un système plus efficace, moins encombrant et moins bruyant que les autres solutions du marché. Et à partir de là, la machine est lancée. Avec Marcel et Fernand à la tête de l'entreprise, Louis se met à la technique et le premier modèle officiel de la marque est dévoilé en juin suivant, cette fameuse Type A. Et la Type A, eh bien, elle a déjà tout d'une grande, surtout d'une grande sportive. Oui bon je sais, on dirait pas comme ça, mais écoutez, hein, c'est l'époque. Non seulement ils vont gagner le rallye Paris-Trouville en août 1899, mais en plus de ça, Louis et Marcel vont faire le doublé. Pas mal, pour une première pas mal. Et après ça, eh bien les succès continuent de s'enchaîner et dans peu à peu Renault va se faire un nom sur une scène automobile toujours plus grandissante. Avance rapide jusqu'à nos jours et Renault est toujours l'un des plus grands constructeurs du monde en termes de volume de vente et c'est toujours le cas en sport mécanique. D'ailleurs, au cours de son histoire, Renault a toujours su s'entourer des meilleurs. Amédée Gordini, surnommé le sorcier, italien d'origine, naturalisé français, mais pour le coup, véritable couteau suisse. Mécanicien, pilote, préparateur, ingénieur, constructeur, il a tout fait et toujours tout bien fait. Un peu dans la sauce après une carrière déjà bien remplie, il va s'associer avec Renault à partir de 56. Ce qui donnera naissance entre autres à la Dauphine Gordini ou à la R8 Gordini par exemple, mais également à une collaboration avec Alpine en vue des 24 heures du Mans. Tiens d'ailleurs Alpine,
On en parle. Marque fondée en 55 par Jean Rédélé, qui était concessionnaire Renault à la base, mais également pilote et concepteur automobile. Et bien évidemment un constructeur avec tout le succès qu'on connaît aujourd'hui. Mais Renault, c'était également ses camions. Et oui, en 78, la filiale poids lourd de Renault, autrefois nommée Saviem, va fusionner avec un autre grand constructeur français, Berliet, pour devenir Renault Véhicules Industriels, qui va par la suite devenir Renault Trucks en 2001. C'est-à-dire à l'instant même où Renault fera un deal avec Volvo et lui cédera l'entièreté de sa division poids lourd. Et encore aujourd'hui, Volvo est le proprio de Renault Trucks. Bref, vous l'aurez compris, malgré tout ce qu'on peut dire, eh bien Renault ça reste quand même une sacrée machine de guerre. Alors c'est quoi Renault aujourd'hui finalement? Et aujourd'hui il fait partie de son propre groupe, le groupe Renault, qui comprend donc Renault forcément, Alpine, Dacia, Bah non en fait. Enfin, pour des raisons de Russes un peu fâchés, Lada ne fait désormais plus partie du groupe Renault. Sans blaguer, Renault c'est un peu les poupées russes par contre. Ok, il y a le groupe Renault, et ce groupe-là, il fait partie de l'alliance Renault-Nissan depuis 99, avec Mitsubishi qui s'est ramené en 2016. Alliance qui en 2021 formait quand même la troisième plus grande puissance automobile en termes de vente, juste derrière Volkswagen et Toyota. Donc ouais, ça blague pas trop quoi. En tout cas, si vous aimez les choses compliquées, voici un peu de bureaucratie. Alors sachez qu'actuellement le directeur général de Renault SA, le président de Renault SAS et le directeur général de la marque Renault, enfin le boss de Renault quoi, n'est d'autre que l'italien Luca De Meo. Allez, maintenant on rentre dans le meilleur et le pire de ce qu'a pu produire Renault. Comme d'habitude, c'est un classement personnel, si on peut appeler ça un classement. Donc n'hésitez pas à partager le vôtre dans les commentaires. Allez, c'est parti! Quel fut son meilleur moment? Alors, c'est pas vraiment un moment en particulier, c'est plus un aspect de Renault, on va dire. Bon, on est d'accord, Renault, c'est pas forcément la marque qui déchaîne les passions. Du moins, pas de la même manière que Porsche ou Ferrari. Et pourtant, notre cher constructeur français a montré un engagement sans faille dans le sport auto, et ce depuis sa création. Et en plus de 120 ans d'histoire, je peux vous dire que les armoires sont bien remplies. Déjà dans sa discipline favorite, je parle bien évidemment de la Formule 1. Pour commencer, c'est bien l'écurie française qui lance la mode des moteurs turbo à la fin des années 70. Bon ok, faut avouer que c'était un fiasco au début. C'était tellement pas fiable que les Britanniques surnommaient les Renault les théières jaunes. Mais soudainement, quand Renault a commencé à gagner, là par contre, tout le monde s'est mis à les copier. À cette période, l'écurie récolte plusieurs victoires et va même frôler les titres pilote et constructeur en 83 avec un certain Alain Prost. Finalement, ses premiers sacres se feront en tant que fournisseur moteur, et ce pour le compte d'écuries multiples fois championne du monde. 6 titres consécutifs entre 92 et 97 grâce à Williams et Benetton, puis 4 d'affilée entre 2010 et 2013 avec Red Bull. Mais son âge d'or en Formule 1, c'est bien entendu 2005 et 2006 où Renault rafle tout. 2 titres constructeurs et 2 couronnes mondiales pour son pilote vedette Fernando Alonso. Ce qui porte à 12 le nombre de championnats constructeurs remportés avec un moteur Renault, soit le deuxième le plus titré de l'histoire, juste derrière Ferrari. Tiens, en parlant de Ferrari, et ouais, ces 2 années mettront aussi fin à la domination de Schumacher et entre autres de la Scuderia à l'époque, donc battre l'adversaire le plus fort de l'histoire de la Formule 1 à cet instant, c'est quand même un joli prestige. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le losange a également connu de nombreux succès grâce à Alpine avec laquelle elle est étroitement liée. Tellement d'ailleurs que je sais jamais s'il faut dire Alpine Renault ou Renault Alpine. Bon, qu'importe le nom, puisqu'ensemble ils ont remporté le tout premier championnat du monde des rallyes en 73 avec l'A110, puis les 24 heures du Mans en 78 avec l'A443B. Ajoutez-y une victoire au Dakar en 82, voire 2 autres si on compte la collaboration fructueuse avec Schlesser en 99 et 2000, 3 titres de Formula E et une passée de succès en WRC et en voiture de tourisme, et vous obtenez l'un des palmarès les plus riches mais surtout l'un des plus variés du sport auto. Pas mal, non? C'est français. Sans doute même le plus varié. Il y a peut-être débat là-dessus. Mais en tout cas l'un des plus variés, ça c'est sûr. Et croyez-moi, ce palmarès ferait rêver un bon nombre de constructeurs. Après le meilleur vient forcément le pire. Alors quel fut son pire moment ? La F1 aura beau être l'un de ses meilleurs souvenirs, elle est aussi à son plus grand regret l'un de ses pires moments. Et le pire pour Renault arrive en 2009 avec l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Formule 1. Je parle bien évidemment du fameux Crashgate. Et oui, déjà que la saison 2009 était compliquée pour eux sur le plan sportif, l'équipe va aussi devoir gérer la plus grande crise de son histoire. Alors, que s'est-il passé ? Tout commence avec le Brésilien Nelson Piquet Jr., fils du triple champion du monde Nelson Piquet. Junior qui à l'époque est pilote Renault
et qui se fait virer en plein milieu de la saison 2009 justement. Parce qu'il n'est pas assez rapide le fiston. Et pour exprimer son mécontentement et sa rancœur, il ira affirmer publiquement qu'on lui avait expressément demandé de percuter un mur au Grand Prix de Singapour l'année précédente, en 2008. Tout ça pourquoi? Eh bien pour manipuler la course de manière à faire gagner son coéquipier Fernando Alonso. Mais attends, comment ils ont fait? Alors justement, pour que tout soit bien clair, il y a quelques détails à prendre en compte. Faut savoir qu'en 2008, il existait une règle un peu particulière. C'est-à-dire que si la safety car sort, eh bien les pilotes n'ont plus le droit de rentrer au stand. Soit tu rentres au stand, mais tu te prends une pénalité derrière, soit tu attends l'autorisation de la direction de course ou la fin de la safety car, au risque parfois de tomber en panne d'essence. Car oui, c'était encore l'époque des ravitaillements. Mais, imaginons, par un pur hasard hasardeux, que tu rentres au stand 1 ou 2 tours avant l'entrée d'une safety car. Par hasard, hein. Et ouais, là ça change pas mal la donne. Le peloton est resserré, toi t'as les pneus et suffisamment d'essence pour tenir jusqu'à la fin de la course, ce qui n'est pas forcément le cas des pilotes qui sont devant toi, qui vont soit rentrer, soit se manger une pénalité. Bref, tu dépasses tout le monde sans trop devoir lutter en piste. Avantage de fou. Et c'est de ce constat que les patrons de l'équipe Flavio Briatore et Pat Symonds ont imaginé leur plan. Et à Singapour, c'est-à-dire un tracé urbain, eh bien c'est là qu'ils ont trouvé ce qu'on pourrait appeler une faille. Un endroit où il est difficile d'extraire une voiture accidentée avec une grue et qui impliquerait donc l'entrée d'une safety car. Imagine si une voiture se crache ici. Non, je déconne. Mais imagine quand même. Il ne leur manquait plus qu'une chose. Un pilote assez débile ou désespéré pour se cracher volontairement dans un mur. Ce qui était le cas de Piquet Junior. Ouais, il était sur la sellette. Donc ses patrons lui ont clairement dit que s'il voulait garder son volant, eh ben il devait se cracher. Pour sauver sa peau, il doit mourir. Ouais, c'est à peu près le même délire en fait. Alonso, 15ème au départ, qui n'est alors pas du tout au courant du plan, est appelé à rentrer au stand dès le 12ème tour. Il sort bon dernier. 2 ou 3 tours plus tard, Piquet Junior se crash, safety car. À l'instant où la course reprend, Alonso est 5ème. Et devant lui, que des pilotes qui n'ont pas encore fait d'arrêt ou qui vont se manger une pénalité. Victoire facile d'Alonso et de Renault. Enfin, rideau, tout le monde applaudit. Du grand art. Un an plus tard, l'artiste du crash se fait virer, il crache le morceau, ses anciens responsables sont dans la sauce. If I speak, I am in big trouble. Symonds avoue la supercherie, la FIA ouvre une enquête et le 21 septembre 2009, le verdict du tribunal tombe, la tricherie est avérée et Renault est suspendu avec un sursis de 2 ans. 2 ans de sursis pour ce qui est sans doute l'une des plus grandes triches de l'histoire de la Formule 1. C'est pas cher payé, hein. Mais cette sanction finalement ce sera pas grand chose à côté de l'image marketing que va renvoyer Renault. Et oui, car les dommages sur sa réputation sont conséquents. Et d'un point de vue business, tout s'effondre. La plupart des actionnaires et des sponsors comme ING par exemple vont plier bagage avec effet immédiat. Renault F1 Team se renommera même Lotus en 2011, histoire de se faire un peu oublier pour finalement quitter la discipline à la fin de cette même année. Ils resteront néanmoins en tant que motoristes avant de faire leur grand retour en 2016. Bon. On continue dans le dur. Quel fut son moment le plus sombre? Alors, le moment le plus sombre de son histoire est sans doute, dans les années 80, l'assassinat de son PDG, George Best. C'est un moment que je trouve marquant en fait dans son histoire et qu'on a tendance un peu à oublier. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, George Best était à l'époque un grand patron français. Il a dirigé des grandes boîtes comme Alcatel par exemple, mais il était principalement connu comme l'un des plus importants promoteurs du nucléaire français. D'ailleurs, il faisait un peu partie de cette nouvelle génération de chefs d'entreprise que les Français ont vu débarquer dans les années 80. Issus d'un milieu modeste, doté d'une grande personnalité, qui maîtrisait le business comme personne et qui surtout avait atteint les sommets en partant de pas grand chose finalement. Un peu à l'image de Bernard Tapie. Bref, Best le bosseur, comme on le surnommait parfois, est nommé PDG de la régie Renault en janvier 85. Et c'est véritablement en sauveur qu'il est accueilli. Car à cet instant, tout va mal. L'entreprise a 12 milliards de francs de pertes et lui possède une solide réputation de gestionnaire. Il hérite alors d'une mission franchement délicate, qui plus est pour quelqu'un qui avoue mal connaître l'automobile. Qu'importe. À peine arrivé, il se met tout de suite au travail. Il apprend, il fait le tour des bureaux, des ateliers, questionne les ouvriers, les ingénieurs, les commerciaux. Il prend des notes, analyse et tire des conclusions. Il reprend en main le réseau commercial et réorganise toute la structure de la boîte. Son travail commence tout de suite à porter ses fruits, avec notamment une productivité en nette hausse. Mais pour redresser financièrement la régie, il faut plus que ça. Par conséquent, il sera souvent amené à prendre des décisions douloureuses, ce qui ne fera pas toujours l'unanimité. Il a réduit l'implication du constructeur en Formule 1 avant d'arrêter complètement le programme fin 86. Mais surtout, il prévoit de supprimer 21 000 emplois. Un franc, c'est un franc.
D'ailleurs, ses premiers mots en tant que PDG seront les suivants: je ne suis ni un homme miracle, ni un homme providentiel. Quoi qu'il en soit, il assume pleinement les conséquences de ses choix. D'un côté, il se met à dos une bonne partie des syndicats et des ouvriers, mais de l'autre, il parvient en un peu plus d'1 an à rehausser les ventes et à réduire les pertes à seulement 5 milliards de francs. La chance commence à lui sourire, mais malheureusement, le 17 novembre 1986, sa vie s'arrête brutalement. Le patron de la régie a été assassiné au moment même où il rentrait chez lui. L'assassinat est revendiqué par Action Directe, une organisation terroriste qui, pour résumer très brièvement, prend souvent pour cible vivante ceux qui symbolisent l'exploitation capitaliste. Les assassins seront arrêtés le 21 février 1987 et seront condamnés à la perpétuité. Georges Best aura le droit à des obsèques nationales et bien entendu à des dizaines et des dizaines d'hommages à travers la France. Son successeur sera Raymond Lévy, à qui on doit notamment le retour de Renault en F1 en 89 en tant que motoriste. Allez, on passe à autre chose un peu plus amusant cette fois. Quelle fut sa pire voiture? Alors je pense que vous voyez déjà de quelle caisse on va parler. Si je vous dis début des années 2000, évidemment les connaisseurs savent de quoi je parle. Alors dans les années 90, celle qui représentait le haut de gamme chez Renault, c'était la Safrane. Safrane série limitée Palme d'Or, une voiture qu'elle est bien pour la conduire. L'objectif de cette voiture est simple, rivaliser avec les marques premium allemandes. Et franchement, la Safrane pour l'époque c'était une bête de caisse. Au niveau de la présentation et de l'équipement, c'était tout simplement le futur. Donc elle s'est bien vendue. Il y avait même une version V6 biturbo de 260... Bon ok, elle s'est mal vendue. Oui bon, bah malgré tous les efforts déployés, on constate chez Renault qu'effectivement... bah c'était toujours pas suffisant. Et c'est même pire que ça puisque les ventes sont inférieures par rapport à sa devancière, la R25. Et à l'approche du nouveau millénaire, beaucoup de questions planent sur celle qui doit reprendre le flambeau. Et après réflexion, Louis Schweitzer, le PDG de l'époque, et Patrick Lequément, alors directeur du design, optent pour une approche complètement différente. Plutôt que d'attaquer frontalement les Allemands, pourquoi ne pas jouer tout simplement la carte de la différenciation? Et surprise, au début des années 2000, pas un, mais 2 modèles sont présentés pour tenter de faire de l'ombre au teuton. Un coupé Space nommé Avantime, une grande berline aux lignes de monospace, la Velsatis. Oui bon alors je triche un peu, je parle de 2 modèles, mais voilà. Je suis quelqu'un de généreux aussi. Alors oui c'est vrai, c'était la grande époque des monospaces, mais pour le coup, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et ouais, gros coup dur, les 2 voitures ne trouvent pas du tout leur public. Première erreur. À une époque où le diesel était roi, Renault a préféré lancer son Avantime uniquement en essence. Les diesels sont arrivés 1 an plus tard. Mais par-dessus tout, le concept et a fortiori le design est bien trop clivant. Elle ne ressemble à rien de connu, ce qui déroute la clientèle qui recherche davantage de classicisme et du consensus à ce niveau de gamme. Le confort c'est très bien, mais difficile de faire valoir le côté sportif de la chose, là où la concurrence proposait les 2 prestations. Bon, au-delà du style, ce sont surtout les problèmes de fiabilité électronique et certaines motorisations, notamment sur les premiers modèles de Velsatis, qui ont contribué à ruiner leur réputation. Je me souviens très bien de cette histoire qui était passée dans tous les journaux à l'époque, celle d'une personne au volant de sa Velsatis qui était restée bloquée pendant plusieurs minutes à 200 km/h sur l'autoroute, tout ça à cause d'un dysfonctionnement du régulateur de vitesse. Double échec pour Renault, avec l'énorme bid de l'Avantime qui a eu raison de Matra. De son côté, la Velsatis sera un échec facturé à plus d'1 milliard d'euros de pertes. Vraiment, ces 2 voitures étaient une réponse à une question que personne n'avait posée. Alors on rigole, on se moque et tout, mais perso, l'Avantime je kiffe. C'était une bagnole qui m'avait clairement marqué étant petit. Pour moi c'était un vaisseau spatial et c'est même l'une des premières caisses que je m'amusais à dessiner. Et aujourd'hui, elle est devenue un collector. Et la Velsatis, au-delà de sa silhouette, eh bien ça reste franchement une voiture confortable, spacieuse, avec une bonne finition apparemment, et surtout une bonne affaire sur le marché de l'occasion. Bref, à partir de 2010, c'est la Latitude qui va reprendre le flambeau du haut de gamme chez Renault. Voilà, une voiture que tout le monde aura oublié 3 jours après sa sortie. 15 000 ventes. Au total, Au total. Bon allez, quelle fut sa meilleure voiture? Alors des mauvaises voitures, comme on vient de le voir, Renault en a fabriqué quelques-unes, ça c'est sûr, mais pour chaque échec d'un côté, il existe un modèle formidable et iconique de l'autre. Ah, l'espace, que l'on doit à Matra, qui débarque en 84 avec un concept complètement inédit, le monospace, puis le Scénic en 96, qui lance cette fois-ci la mode du monospace compact en Europe. Et ouais, on sait inventer des choses en France, et des bonnes caisses mémorables dans leur rôle. Eh bien chez Renault, il y en a eu pléthore en vérité. La 4L, la R5, la R8, la Clio, la Twingo, et j'en passe et des meilleurs. Alors je vais sûrement vous surprendre,
mais si on ne devait n'en choisir qu'une, eh bien ce serait la 4 chevaux. Pas pour de bonnes raisons, mais pour d'excellentes raisons. Déjà car elle sort à peine 2 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une France appauvrie et en grande partie ravagée par les affrontements. Et pour de nombreuses villes comme par exemple Le Havre, Brest ou Rouen, eh bien il n'existe tout simplement plus d'infrastructures. Les lignes de chemin de fer entre grandes villes ou même les ports ont tout simplement été détruits. Il ne reste plus que les routes, qui sont d'ailleurs pour la plupart endommagées, mais qui restent d'une certaine manière praticables. Heureusement, les ponts sont en partie remplacés par des structures provisoires et sont peu à peu reconstruits. Bref, en plein dans un contexte d'après-guerre, le besoin de motorisation dans l'Hexagone se fait fortement ressentir. Le cahier des charges devait alors être en béton. Il était impératif de construire une voiture abordable, pratique et surtout d'être diffusée rapidement. Car finalement, l'enjeu n'est pas tant commercial ou industriel, il est avant tout symbolique. Marquer un nouveau départ. C'était aussi ça la mission de la 4 chevaux. Elle illustre alors parfaitement l'essor de la voiture populaire à travers le pays et symbolise le retour de la paix et de la prospérité, tout comme la Citroën 2 chevaux d'ailleurs. Et grâce à elle, Renault va rentrer dans une nouvelle dimension. Les outils vont se perfectionner et la production s'accélérer. En 1955, on passe la barre des 1000 véhicules construits par jour, avec des effectifs qui grimpent à 52 000 personnes. Et en toute logique, la Régie nationale établit quelques records avec elle, puisque la 4 chevaux obtient le statut de la voiture la plus vendue en France jusqu'en 1955 et devient logiquement la première française de l'histoire à atteindre le million d'exemplaires produits. Et c'est en grande partie grâce à son succès que notre constructeur français a pu commencer à exporter massivement et à installer de nouvelles usines à l'étranger. Ça fait déjà beaucoup, mais c'est pas fini, car elle possédait ce petit truc en plus que les autres voitures ne pouvaient pas offrir. Contrairement à la 2 chevaux ou d'autres concurrentes, elle parvient très tôt à s'illustrer en sport auto. Quelle voiture gagne les 24 heures du Mans dans sa catégorie en 1950 et 51 ? Et ouais, une 4 chevaux. Et grâce à son tarif abordable, elle ouvre les portes de la compétition à des budgets beaucoup plus modestes. Un peu à l'image de la Fiat 500 ou de la Mini, vous allez me dire, mais quand même une bonne dizaine d'années plus tôt pour notre cher 4 chevaux. Et ça tombe bien parce que ça va permettre à un petit gars de l'utiliser pour faire la course et de lui donner quelques idées pour améliorer ses performances. Et ce gars, c'est Jean Delay. Encore lui. Un concessionnaire Renault à la base qui va fonder une petite marque avec un palmarès plutôt sympa, Alpine. Et ouais, car c'est avec une base de Renault 4 chevaux qu'il va faire ses premières expérimentations. Et surtout, construire la toute première voiture de sa marque, l'Alpine A106. Le reste, ça appartient à l'histoire. En fait, pourquoi on dit la Régie nationale pour parler de Renault? C'est vrai, ça vient d'où? Alors c'est très simple, et comme on vient de parler de la 4 chevaux, vous allez très vite comprendre. Bon, la situation de la France juste après la guerre, elle est critique, ça vous l'avez compris, et il faut remettre de l'ordre très rapidement. Le gouvernement provisoire français décide donc de réquisitionner les sites de production de Renault. Bon, la prochaine phrase est un peu technique. L'ordonnance du 16 janvier 1945 prononce alors officiellement la dissolution de la Société anonyme des usines Renault et la création de la Régie nationale des usines Renault. Ça va, c'est clair ? Pourquoi Renault et pas un autre constructeur français? Car à cet instant, Louis Renault, le patron et fondateur de l'entreprise, est accusé d'avoir collaboré pendant la guerre avec les autorités allemandes. Ah là là là, quelle période! Quelle période! Et c'est principalement pour cette raison que ces usines sont saisies et liquidées. Après la nationalisation, tout un plan de relance est alors adopté avec notamment le lancement de la 4 chevaux qui, contrairement à la Citroën 2 chevaux ou d'autres concurrentes, va pouvoir bénéficier du stock d'acier que l'État disposait, qui va permettre quand même d'accélérer sa diffusion. D'ailleurs, il faudra attendre 1990 pour voir Renault redevenir une société anonyme, non sans certaine inquiétude de la part du gouvernement français qui n'entendait pas se séparer aussi vite de l'un de ses fleurons industriels. Et encore aujourd'hui, l'État veille au grain, puisqu'il détient 15% de l'entreprise. Bon, on a déjà fait un petit tour sympa quand même. Et comme d'habitude, on se quitte avec une dernière anecdote. Est-ce que vous avez déjà vu ce logo de Renault? Pour info, il s'agit d'un vrai logo officiel que Renault a bel et bien utilisé. S'il ne vous dit rien, c'est normal. Voici l'histoire du logo interdit ou l'accident industriel qui a coûté un peu cher à la Régie nationale. Alors à partir de l'été 1971, les nouvelles Renault, notamment les R15, R17 et la R5 un an plus tard, révèlent le tout nouveau logo du constructeur. Celui-ci est dessiné en interne et à première vue, il n'y a rien de bien transcendant ni même de choquant en fait, ça reste fondamentalement un losange.
petite précision quand même, hein, les années 70 c'était la grande mode des formes géométriques, hein, vraiment basiques. Ouais, à cet instant, le nouvel emblème apparaît donc plus épuré, plus dans l'air du temps, plus moderne, hein, par rapport au précédent sorti dans les années 50 et qui commençait vraiment à faire vieillot. Sauf que, pas de bol, hein, ce nouveau logo reprend trait pour trait celui d'une société américaine, Kent, mais basculé à 90 degrés. Voilà, comme ça. Kent, qui d'ailleurs fabrique des produits chimiques, hein, pour l'industrie automobile. Pas de bol. Alors, au début, ça passe plutôt inaperçu parce que Renault n'avait pas grandement communiqué dessus, mais une fois le lancement en grande pompe de la R5 en 1972, eh bien les Américains se rendront vite compte du problème. Bien évidemment, la société Kent, hein, va obtenir gain de cause, soit par procès, soit par un accord secret, enfin, en tout cas en défaveur de Renault, ça c'est sûr. Tout naturellement, ils vont demander la suppression pure et simple de ce logo partout où il apparaît. Renault va rectifier le tir en urgence en faisant appel cette fois-ci à des agences ou des artistes abstraits. Quel genre d'abstrait? Plutôt Braque, Vasarely? Eh bien c'est du Vasarely. Ouais, sans déconner, c'est du Vasarely. D'ailleurs ce dessin porte le nom Ivaral, c'est-à-dire le pseudonyme du fils de Vasarely. Et ouais, père et fils vont travailler ensemble pour ce logo. Donc la prochaine fois que vous entendrez cette réplique, Vasarely, je veux que vous pensiez à ce logo. Bien évidemment, les Renault vendus avec ce logo vont être rappelés pour être justement rebadgés, mais certaines sont quand même passées entre les mailles du filet. Donc vous pouvez encore en croiser avec un peu de chance. Voilà pour Renault, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, il y a énormément de choses à dire encore sur Renault, hein. Il y a plus de 120 ans d'histoire, donc vous imaginez bien qu'on peut pas résumer ça dans une vidéo de 20-30 minutes, hein, c'est pas possible. Si la vidéo vous a plu, bien évidemment, le pouce bleu, l'abonnement, le like, la cloche et tout ça si c'est pas déjà fait. Vous connaissez la chanson. Évidemment, n'hésitez pas à me dire vous, quel est selon vous le meilleur ou le pire de ce qu'a pu produire Renault dans son histoire. Et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires automobiles. Allez, salut!